God, please don't do this to me. I love him. Ceci n'est pas une publicité pour Heineken. Oui, parce que je lis que Monsieur Van Boxmeer, PDG de Heineken, n'aime pas ça, les livres critiques sur Heineken. Bon, trêve de plaisanterie. Vous êtes un auteur hollandais ? C'est vrai, tout à fait. Et vous venez de publier donc aux éditions Rue de l'Échiquier, que je ne connaissais pas comme édition, un livre qui manifestement n'a pas plu à Monsieur Heineken, qui fabrique de la bière, comme chacun sait ou presque. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes tombé là-dedans ? Vous êtes un chercheur, vous êtes un écrivain, vous êtes... Je suis un journaliste, j'étais correspondant en France à l'époque pour un quotidien économique de mon pays. C'est-à-dire ? C'était au début en 2011, 2010 même, non 2011. Et janvier 2011, quand il y avait la chute de la dictature en Tunisie, la chute de Ben Ali, je me suis rendu en Tunisie pour couvrir cela et un peu par hasard, j'ai découvert que Heineken... Excusez-moi, votre journal hollandais était un quotidien Oui, c'était un peu l'équivalent des Échos en France, donc c'est le quotidien financier des Pays-Bas. Et là, j'ai découvert par hasard que Heineken en Tunisie était en partenariat avec un membre du clan du dictateur. Et cette petite révélation n'a pas plu à Heineken. Elle a même menti là-dessus. Elle a dit on ne savait pas qu'il était lié au clan, tandis que je savais que c'était vrai. Et c'était justement pour pouvoir faire des affaires en Tunisie de l'époque. C'est ça qui m'a mis sur le chemin de Heineken en Afrique. Cette liaison paraît tout à fait normale. Je ne connais aucune grande entreprise qui ne soit pas liée au pouvoir du pays dans lequel ils existent. Non, ça vous a paru tout de même scandaleux ou... Je connais beaucoup d'entreprises qui ne sont pas liées au pouvoir, mais en Tunisie, c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez normal. Cette liaison consistait en quoi exactement ? Il fallait payer les hommes politiques pour vendre de la bière ou... C'était plutôt qu'ils espéraient avoir des avantages, des permis de vente grâce à ce lien. Et ce qui m'a marqué le plus, donc, c'est que Heineken a nié. C'était une information intéressante, mais c'était pas, comme vous le dites, c'était pas vraiment très très scandaleux. C'était bien pour le public de connaître cette information, de savoir, mais la réaction de Heineken a fait que c'était vraiment pour moi une raison de m'y plonger. Chercher un peu plus loin. Oui, que si sur une chose relativement petite, elle ment carrément. Cette chose relativement petite, c'était laquelle exactement ? Parce que parler de liaison, c'est un peu vague. Bon, en fait, je pense que c'est pas le partie la plus intéressante du livre. Quelques mots, si possible. Oui. En fait, la liaison, c'était donc le monsieur, l'homme d'affaires, était lié au clan de Ben Ali.
Et donc, il a été choisi pour ce lien et pas pour ses compétences. Parce qu'il y a une concurrence féroce à propos de bière. Il y avait une concurrence féroce à propos de bière en Tunisie. À l'époque, le concurrent de Heineken avait le monopole, donc il n'y avait pas vraiment de concurrence. Ouais. D'accord, très bien. Alors, donc vous avez creusé en Tunisie, mais pas seulement en Tunisie, si je bien compris. Oui, je me suis rendu aux 12 pays où Heineken a des filiales en Afrique. Toujours grâce à votre journal ou bien Là, en fait, je me suis lancé dans un projet de livre et j'ai eu une bourse d'un fonds néerlandais qui a payé le voyage, donc c'était bien. Vous avez présenté votre projet et cette bourse vous a été accordée en présentant ce projet. Oui, voilà. C'était un projet résolument politique ou dénonciateur. Comment vous avez présenté les choses? C'était vraiment, et je pense que c'est toujours le cas, c'était vraiment c'est parti de curiosité. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui est contre les multinationales, je ne suis pas un altermondialiste. Donc, je me suis dit, moi, je veux savoir ce que Heineken fait vraiment là-bas. En tant que journaliste, quoi. Oui, c'était pas à charge. Je sais qu'en France, on est souvent un peu plus féroce. Vous avez fait votre travail de journaliste. Voilà. Donc, j'ai donné une chance. J'étais pas évidemment un journaliste cherche des choses qui sont cachées, donc c'est pas forcément. Vous-même n'étiez pas masqué non plus. Non. Ouais. Comme ce journaliste qui s'était déguisé pour enquêter. Non. Vous alliez donc dans ces pays voir les gens responsables de la firme Heineken. Là, c'était pas vraiment le cas parce que si j'avais présenté le projet dès le début à Heineken, j'aurais pas pu avoir les mêmes informations que si je l'ai fait à l'insu de Heineken. Donc, j'ai pas présenté le projet à Heineken dès le début. Vous étiez repéré à cause de la Tunisie en plus. Oui, voilà. Donc, j'ai fait mes recherches. Je l'ai pas fait de manière officielle. J'ai contacté les gens. Je suis d'abord allé aux journalistes souvent qui connaissaient du monde. Donc comme ça, on peut creuser, on peut avoir les vraies informations et pas les informations officielles. Donc c'est de cette façon que j'ai procédé. D'accord, merci beaucoup. Alors on va pas remplacer la lecture du livre. Je suppose que si vous l'avez fait, c'est qu'il faut le lire. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une idée de vos conclusions, de vos résultats ? À la fin, c'est quand même si ce n'est pas un livre à charge, comme on vient de dire, c'est quand même assez négatif. J'ai découvert que Heineken fait beaucoup de mauvaises pratiques en Afrique, de manière structurelle, souvent, dans beaucoup de pays différents. Ce sont des pots de vin, Il y a de ça, il y a de la fraude, il y a coopération avec des dictatures, il y a vraiment de la corruption, il y a de l'abus sexuel des filles qui font la promotion des bières Heineken. Donc il y a vraiment beaucoup de mauvaises pratiques différentes. On boit beaucoup de bière en Afrique, non ? Pas beaucoup. En fait, la bière est très populaire, mais comme le pouvoir d'achat reste assez bas dans la plupart des pays, ce sont des chiffres de consommation qui restent toujours bas, relativement basses. Il existe des bières locales, non ? Oui, en fait, les bières locales, il y a les bières traditionnelles, les bières de sorgho sont souvent des boissons troubles. Et les bières locales, les bières industrielles locales sont en fait détenues par les grands groupes, presque sans exception. Donc si par exemple au Congo on boit la Primus, mais c'est une marque de Heineken. D'accord, voilà, c'est ce dont j'allais vous parler, Primus. En réalité, la marque a été achetée. Oui, même été développée par Heineken est présent depuis l'époque coloniale dans pas mal de pays. Donc aussi pour des marques en Afrique de l'Ouest comme Flag ou Gazelle, ce sont toujours des marques qui sont en possession des grands groupes européens. Et la fabrication de ces bières
et se fait en Europe. Non, elle se fait localement. Mais en fait, c'est Heineken qui a des brasseries ou c'est Castel, un concurrent français, qui a des brasseries locales. Mais ce sont en possession de... Bon, c'est peut-être pas plus mal de développer j'allais dire l'artisanat, mais c'est une industrie sûrement, l'industrie locale, non? C'est pas... C'est bien de produire localement, bien sûr. Ce qui n'est pas très bien, c'est que tout ce qui vient avec, et je pense que c'est important à souligner aussi, parce que Heineken dit souvent qu'on amène de l'emploi, et ce qui se passe, c'est qu'il y a la concurrence quand même avec les boissons locales. Et l'emploi qu'amène Heineken et les autres grands groupes aussi, c'est un très petit nombre. Les brasseries sont hautement automatisées, donc il s'agit de quelques centaines d'emplois maximum souvent. Tandis que dans les boissons, dans tout ce qui est fabrication locale des boissons traditionnelles, il y a beaucoup plus d'emplois et tout l'argent reste dans l'économie locale. Donc il y a de ça quand même. Et la matière première est quand même locale aussi? Ça dépend. Heineken fait des efforts pour en faire plus, pour augmenter ce chiffre. Mais c'est tout un chapitre dans le livre, c'est un peu compliqué, mais elle a comme objectif d'atteindre 60%. Mais j'ai découvert que c'est largement basé sur une fausse argumentation. C'est par exemple que tout ce qui est fabriqué sur le continent est considéré comme local. Donc s'il y a du malt qui vient de l'Égypte et qui est utilisé au Rwanda, qui est à 5000 km plus loin, c'est local, donc pour Heineken, donc en réalité ce n'est pas local, donc on peut discuter si c'est vraiment local ou pas. Vous avez aussi un angle écologique, on peut dire, dans votre livre, c'est-à-dire, je sais pas, le coût des transports, des choses comme ça. Dans ce sens, en fait, je ne me suis pas trop concentré sur la question écologique, c'est un sujet très intéressant aussi. J'évoque un peu l'utilisation de l'eau et donc aussi l'empreinte, qu'est-ce qu'on dit Oui. Mais c'est pas vraiment, je parle plutôt des violations de droits de l'homme et des circonstances de travail. Ouais. D'accord. Bon, on ne va pas vous embêter davantage, on va lire ce livre bien sûr, mais depuis que vous l'avez publié, vous avez eu des retours de lecteurs où Monsieur Heineken n'a pas envoyé des gangsters pour vous décapiter aussitôt? Pour le moment, les lecteurs sont très contents en général. Heineken, parfois, elle m'encourage de ne pas publier un article. Elle fait un peu de pression, mais pas beaucoup. Elle ne me menace pas par des procès ou elle fait un peu, elle espère se faire aimer plutôt que de menacer. On la comprend. Et vous n'avez pas eu de réunion contradictoire avec les experts d'Heineken qui viendraient vous porter la controverse? J'ai eu beaucoup d'interviews avec les gens de Heineken oui, ça a mis un peu de temps. J'ai fait des recherches depuis 5 ans et c'est seulement depuis 1 an qu'ils me parlent. Mais il y a un ancien directeur Afrique qui a pris le temps de dire ce qui, selon lui, n'était pas correct. Mais à la fin, il a pas vraiment donné de vraies corrections. Il a juste dit je regarde ça d'une autre manière. Donc, ils ont du mal à... Ce sont des faits. Il y a des notes, il y a des documents qui prouvent ça. J'ai beaucoup de sources différentes. Donc, ils ont du mal à vraiment... Ouais. Bien sûr. Dites-moi, c'est votre éditeur qui vous prépare ces petites tournées de dédicaces, je suppose, et puis de présentation? Oui, tout à fait. Rue de l'Échiquier fait un très bon travail en ce sens. Ouais. Et donc là, vous êtes à Bergerac, vous êtes ailleurs aussi Demain, je serai à Bordeaux, je serai à Lille, après à Paris, Montpellier, c'est sans doute planifié. Donc, c'est un petit tour de France. Très bien, merci beaucoup.
Alors bonjour à tous, je suis absolument ravi de vous recevoir si nombreux pour ce qui est notre première officielle à la librairie depuis la reprise du 1er juillet. Et je suis encore plus heureux de faire cette première animation autour des sciences humaines, de l'économie, de la géopolitique et beaucoup d'autres points qu'on avait évoqués. Puisqu'on reçoit donc Olivier Van Beemen, j'ai bien dit. Très bien. Ah, je me suis beaucoup entraîné. Pour son excellent livre aux éditions de Rue de l'Échiquier, donc Heineken en Afrique. Alors, Olivier, vous avez peut-être croisé beaucoup de ses interventions dans la presse ces derniers temps. Il a fait beaucoup de radio également. On en parle beaucoup de ce livre et je pense qu'on va continuer à beaucoup en parler. Alors, très rapide historique, mais Olivier va en causer un petit peu plus. Hein. Tu as longtemps été journaliste et tu t'es lancé pendant 5 ans dans une très grande enquête sur Heineken en Afrique. Oui, c'est ça. Alors, première question, à la limite, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Comment un jeune journaliste se lance dans une enquête aussi importante, aussi conséquente? Ouais. En fait, ça a commencé, comme souvent, j'étais correspondant en France pour un quotidien économique. Et j'avais pas du tout comme projet de me lancer là-dedans. J'étais en Tunisie pour un reportage. J'ai couvert la chute de la dictature de Ben Ali, donc le début de la révolution du jasmin. Ouais. Et là, un peu par hasard, j'ai découvert que Heineken était dans un partenariat avec quelqu'un du clan de Ben Ali et du dictateur. Et en soi, c'était pas une info énorme. La plupart des entreprises françaises avaient des partenaires et étaient encore beaucoup plus là-dedans en fait que Heineken. Mais c'était quand même une bonne information que Heineken était lié à une dictature. Mon journal l'a publié évidemment. Mais c'est surtout la réaction qui m'a marqué beaucoup, c'est que Heineken a nié tout de suite. Non, on ne savait pas que ce monsieur était lié au clan de la dictature, du dictateur. Et donc j'avais de très bonnes sources. Après, on m'a même donné des documents confidentiels qui prouvent qu'il était justement choisi pour cette qualité. Donc là, c'est de l'instinct journalistique, tu dis je vais aller creuser un peu. Oui, là, ça parle vraiment aux journalistes. Et ce qui est, ça a pris beaucoup de temps avant que Heineken a accepté de me parler. J'ai fait finalement 5 ans de recherche. Et c'est seulement au bout de 4 ans que Heineken a accepté de me parler. Ils se sont dit, il faut mieux, je sais pas, le charmer, peut-être un peu, montrer notre visage humain que de l'ignorer tout le temps. Mais en fait, c'est assez, je dois dire que c'est un peu d'humour de la part de Heineken. Quand j'ai eu une conversation au siège, j'en ai eu beaucoup maintenant, mais pendant un des premiers, ils se sont dit si on n'avait pas menti là au début, ça nous a pu économiser beaucoup de malheur en fait. Donc ils se sont rendus compte que c'était pas. Oui, parce que un journaliste, ça quand même, ça interroge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à cacher sur ce vaste continent? Et donc tu pars de ce constat. Donc tu disais, tu es en Tunisie. Tu dis je vais creuser. Alors, dans ton livre, et c'est très bien fait, le chapitre se presque par pays, en tout cas il y a des parties par pays. On a beaucoup au Nigeria qui semble un enjeu très important, et un peu en Afrique du Sud. Toi tu te dis je prends mon sac à dos, j'y vais et je vais creuser dans chaque pays, ou chaque fois tu trouves un petit indice qui te donne envie d'aller un peu plus loin? Oui, en fait ce qui s'est passé, donc au bout de 10 ans je suis revenu aux Pays-Bas et je me suis dit il faut avoir un grand projet. Et donc je venais de découvrir moi-même que Heineken était si grande en Afrique. Et là, il y a un très bon fonds journalistique aux Pays-Bas qui peut financer ce genre de grande enquête. Donc on m'a donné une somme assez importante pour financer les voyages. Oui, donc je suis allé dans tous les pays. Je ne suis pas seulement allé là où je pensais qu'il y avait des mauvaises pratiques ou où j'avais des indices. Je me suis vraiment dit, et au début, c'était vraiment, et ça ne l'est toujours pas, c'est pas un livre à charge. Je suis pas là, en fait,
Je dis dans la première version néerlandaise, je dis ce n'est pas un j'accuse, c'est pas contre Heineken, c'est vraiment, je veux avoir leur point de vue, je sais que c'est difficile de faire des affaires en Afrique, je sais qu'il faut il faut se plier parfois, donc c'est vraiment de manière objective que j'ai fait que j'ai essayé de faire cette enquête. Alors, Heineken n'en sort pas complètement blanc tout de même. Non. C'est pas à charge, néanmoins il y a beaucoup de pratiques qui sont particulièrement choquantes. Oui. Ce qui s'est passé, en tant que journaliste, évidemment on cherche pour ce qui s'est caché aussi. On ne suit pas à la lettre ce que disent les gens de Heineken. Donc j'ai découvert de la corruption, de la fraude, de l'abus sexuel, même des filles promotrices qui font la promotion de la bière dans les bars. C'est une partie assez importante. Heineken, pour mieux se placer, oui. Donc, Olivier l'écrit beaucoup dans font appel à des promotrices, charmantes jeunes femmes qui vont inciter à boire de la bière dans les bars. Oui. Et imaginez que c'est pas 20 jeunes femmes que tu décris là, c'est plusieurs centaines. Ça a l'air d'être quelque chose de très très organisé. Oui. En fait, quand j'ai posé la question à Heineken pour la première fois, est-ce que vous employez ces femmes en Afrique? Ils les appellent les promotrices. Donc. Oui, les promotrices. Heineken a répondu, on en a 200 dans 2 pays. Mais après, j'ai montré qu'il y en a beaucoup plus. Et maintenant, ils admettent qu'il y en a au moins 4000 dans 14 pays différents. Et c'est vraiment, ça montre un peu... Mais que dans des pays africains. Ils font ça sur d'autres continents aussi. En France, je suis pas sûr. Pourquoi pas? Mais en fait, ils font... font... ça s'est poussé à l'extrême. Alors moi, quelques ont été étudiants. Il y a quelques soirées étudiantes où on voit rapidement quelques jeunes femmes avec un t-shirt de whisky, de bière ou des choses comme ça. Là, on va... de ce que j'en sais, ça va quand même beaucoup plus loin parce que c'est apparenté à la prostitution. Oui. Souvent, ce qui se passe, c'est assez symbolique, je dirais même symbolique, mais représentatif pour l'Afrique. Pour l'Afrique, des choses se passent un peu comme en Europe, mais ça va plus loin et il n'y a pas de contrôle, donc il n'y a pas vraiment de sanctions. Donc, ce qui se passe en Afrique, ce métier de promotrice, c'est très souvent lié à la prostitution. Les filles s'offrent pour gagner plus, pour arrondir les fins de mois. Ce qui se passe aussi, c'est qu'elles sont parfois même forcées de coucher avec des supérieurs pour obtenir un emploi. Il y a vraiment des choses... Donc c'est ce que tu dis, quelques cadres d'Heineken ont profité aussi de ce service supplémentaire. On peut même dire que le PDG actuel de Heineken, je ne vais pas le dire moi-même. il a eu une relation, une relation avec une fille promotrice. Et je pense que j'ai beaucoup hésité avant d'écrire cela, parce que c'est comme ça relève aussi de la vie privée, bien sûr. Et ce que j'ai découvert, c'est que c'est dans un contexte où, par exemple, ce PDG, quand il était expatrié au Congo, il savait que son directeur de ressources humaines, lui, il forçait les femmes au sein de la filiale à coucher avec lui. Et vraiment contre leur volonté, donc c'était des viols et ils ne faisaient rien. Donc là, il y avait beaucoup de monde au siège aussi, toujours. Maintenant tout le monde le sait, mais avant ma révélation, il y avait beaucoup de gens qui savaient au siège que le grand patron avait eu cette relation. Donc il y a une espèce de impunité en fait. Tout est un peu permis au sein de cette entreprise. Et c'est pour cela que je me suis dit, c'est plus qu'une information privée. C'est aussi lui qui est le plus haut responsable depuis 2005.
Donc en fait, cette problématique est connue depuis au moins le début de ce siècle, mais rien n'a été fait pour améliorer les circonstances de ces filles. Donc, ouais, c'est très grave. Alors, c'est le côté amateur de polar qui réagit d'un coup, mais alors, ça t'entend quelque chose, il y a quelqu'un qui te révèle, enfin, comment on arrive à avoir ces choses-là qui se passent Là, c'était assez... Bon, la problématique était T'as connue... peut-être pas le droit de donner tes ficelles. non, mais c'était assez... C'était un des moments où c'était le plus polar, effectivement. Je ne peux pas tout dire, mais c'était une source un peu vague en Belgique qui avait sans doute ses propres raisons aussi de me dire... mais c'est lui qui m'a dit... ouais, tu sais beaucoup des mauvaises pratiques de Heineken en ce moment, mais pourquoi tu n'as pas parlé des jeunes filles promotrices qui sont souvent obligées à... Donc là, c'était vraiment... je suis allé le voir en Belgique et c'était un peu obscur et je ne savais pas vraiment qui était le personnage, donc... Ouais, mais donc j'ai tout, évidemment, on vérifie tout, on a beaucoup d'autres sources, je suis allé rencontrer ces filles promotrices moi-même, donc c'est comme là que... Oui, bah d'ailleurs tu les fais parler assez régulièrement. Hein. Oui. T'as un petit passage, je me permets, pendant mon travail, je suis toujours l'objet de gestes déplacés tous les soirs, tant dans les cafés chics que dans les bars populaires. Déclare Pierce, une promotrice qui exerce à Lagos. Pierce, nous apprenons que nous ne devons pas réagir trop violemment et que nous ne pourrons pas dire stop. En t'appuyant, tu fais savoir que tu n'apprécies pas, en t'enfuyant, tu fais savoir que tu n'apprécies pas ce qui se passe. Donc c'est une vraie culture, on leur indique qu'il faut se taire et surtout pas s'enfuir, ça serait une vraie image de marque. Et ce qui est très... En fait, Heineken a souvent une stratégie de dire on y travaille, on va faire des améliorations. Quand j'ai révélé ce passage au mois de mars, fin mars aux Pays-Bas, la réaction de Heineken c'était qu'on va y remédier sérieusement cette fois, on va créer une charte et si fin juin on ne peut pas garantir de bonnes circonstances de travail pour toutes ces filles en Afrique, on arrête la promotion dans ce pays où on ne peut pas garantir les bonnes conditions. Et là, je suis allé vérifier au Kenya pour voir si c'était vraiment le cas, s'il y avait de bonnes circonstances de travail. Je suis allé cet été et rien n'a fait changer. Donc s'il n'y a pas la pression des médias ou d'autres, il n'y a pas de contrôle, tout continue. Et ça, c'est un peu ce que j'ai découvert pour d'autres sujets aussi. Il manque vraiment des contrôles. La presse est souvent très pro-Heineken, surtout en Afrique aussi. Les ONG sont souvent partenaires de Heineken, donc ce ne sont plus vraiment des chiens de garde. Les politiques, surtout aux Pays-Bas, ils sont très pro-Heineken, s'ils sont de droite ou de gauche, peu importe. Donc tout le monde est un peu derrière Heineken. D'ailleurs, je ne me fais pas très populaire en faisant ce travail aux Pays-Bas parce que je gâche un peu la fête. Ouais, donc... Peut-être un peu prudent même en termes de sécurité. Ben, on me pose souvent cette question, mais je ne me suis jamais vraiment senti en danger. Un incident peut arriver facilement, un incident un peu, oui, en Afrique surtout, mais je ne me suis jamais vraiment senti, ouais. Parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, si quelque chose arrive à moi, c'est pas bien pour Heineken en ce moment, donc je pense que... Alors, je me fais pas trop de soucis. Plus qu'un danger pour ta santé, on en parlait tout à l'heure, mais on va se permettre de réaborder la chose. Est-ce que c'est compliqué quand on est néerlandais de s'attaquer à la grande entreprise nationale, de faire publier, parce que là c'est un éditeur français, mais la première publication c'est donc chez un éditeur néerlandais, donc c'est quand même un grand éditeur. Ouais. Bon, l'édité, c'était pas... Est-ce que tu as senti des difficultés, ça a été un chemin de croix un peu plus important? En fait, j'ai choisi mon éditeur parce qu'il a la réputation d'être très curieuse, Courageuse, oui.
quand il y avait un autre livre sur une dame d'affaires qui était très critique, et la dame a fait un processus à l'éditeur, lui, il en a tiré des milliers d'exemplaires de plus, il a mis tout, donc lui, il n'est pas quelqu'un de peureux, donc ça, c'était pas de problème. Ce qui se passe parfois, c'est que Heineken essaye de me convaincre de ne pas publier. Par exemple, quand il y avait un papier sur quelqu'un qui était un directeur général au Nigeria, et le Nigeria est très important pour Heineken, c'était une très grande affaire. C'est le premier pays, consommateur. Oui, c'est un des pays les plus importants du monde même pour Heineken. C'est le deuxième pays le plus important après le Mexique. Donc c'est une entreprise bien mondialisée, disons. Mais donc j'avais trouvé que lui, il était dans une grande affaire de fraude. Il risquait 7 ans de prison au Nigeria. Et Heineken a réglé cette affaire en payant le plaignant quelques millions de dollars, et la personne n'a pas été licenciée, le directeur général, mais il a été muté au Singapour pour bien travailler là-bas jusqu'à sa retraite. Mais là, quand j'ai voulu publier cet article sur, je dirais un peu sur l'équivalent néerlandais de Mediapart, un site d'investigation, Heineken m'a dit: on vous déconseille fortement de publier cet article, ça fait trop mal au directeur général. En fait, ils ont fait appel un peu à ma morale, à moi, de ne pas, de ne pas trop... Tu cites quand même allègrement le PDG d'Heineken. Il n'y a jamais eu de livre critique sur Heineken, nous n'aimons pas ça. La quatrième de couverture l'annonce quand même. La première fois que je l'ai rencontré aussi, il a dit je te conseille de ne pas en faire une croisade, tu es trop jeune pour cela. Mais tu le mets ça dans la préface, je crois. Oui. Ouais, donc je vois aussi. Je vois par exemple aussi le plus grand journal aux Pays-Bas. C'est un journal, je dirais, un peu comme François dans ses bons jours, un grand journal populaire, populiste un peu aussi. Ils ont le jour où mon livre est paru aux Pays-Bas, ils ont mis une interview avec le directeur général, le directeur Afrique, sans parler de mon livre. Oui, bien sûr. Et la même chose se passe maintenant dans Jeune Afrique en France. Le jour où j'avais le lancement à Paris, il y avait un papier sur la concurrence avec le français Castel. Donc mon livre n'était pas mentionné. Donc Heineken négocie vraiment cela, et il y a apparemment des médias qui acceptent de jouer le jeu et de ne pas parler de tous ces infos assez spectaculaires et plutôt Après, on l'évoquait, on t'a beaucoup vu là t'as beaucoup entendu sur les ondes, il y a eu pas mal d'écrits. Je pense que là, ton livre va pas mal relayé. Oui. Il y a aussi des médias, il y a aussi des médias plus, qui osent faire cela, mais quand même, il y a aussi parfois de l'autocensure même. J'allais passer sur Arte 28 minutes, ils n'ont pas osé, ils avaient peur d'avoir un procès juridique, de se faire attaquer. Et c'est pas Heineken, à ma connaissance, qui a fait de la pression, mais c'est juste le fait d'avoir peur. Voilà, on va revenir un peu en Afrique quand même. On a parlé du marketing, on va dire agressif. Tu parles beaucoup des conditions de travail aussi chez Heineken. Oui. Puisque Heineken installe beaucoup de ses usines, et apparemment les quelques échanges que tu as pu avoir, sans doute nombreux avec les ouvriers chez Heineken, c'est pas si intéressant que ça de travailler chez Heineken. Ça dépend, je dois tout dire. En fait, ceux qui sont vraiment employés par Heineken sont plutôt contents. Je dis, je ne suis pas que négatif sur Heineken. Si on a un emploi fixe direct chez Heineken, on a un assez bon salaire, les conditions secondaires sont plutôt pas mal, et je dois même louer Heineken, je dirais, pour avoir été
une des premières entreprises à donner un traitement VIH au personnel concerné et à leur famille. Donc ils font quand même de bonnes choses. Ce qui est moins bien, c'est qu'ils sous-traitent le plus possible. Et bon, c'est une évolution mondiale, mais en Afrique, les salaires sont tellement bas et les profits sont tellement énormes que théoriquement, il n'y a pas besoin de... Même vraiment au sein de la brasserie, il y a de plus en plus de journaliers. Et là, les conditions de travail peuvent être très très mauvaises. J'ai même rencontré des gens en Afrique du Sud qui avaient un salaire pas fixe, donc ça dépendait du nombre de la quantité de travail qui était à faire, mais ils étaient appelés à venir et parfois leur coût de transport était plus élevé que ce qu'ils gagnaient. Donc ils payaient pour pouvoir travailler. Ça, faut le faire. Et pardon, ça vous en avez parlé à Heineken ou vous leur avez pointé du doigt Oui, ils m'ont dit qu'entre-temps, ils ont arrêté de travailler avec le sous-traiteur qui travaillait dans de telles circonstances et que ce n'est plus le cas. Vous avez pu le vérifier? Bon, en fait, je passerai 3 mois en Afrique du Sud. J'écris une thèse aussi sur le même sujet. Et je passerai un moment en Afrique du Sud cet hiver, donc j'aurai l'occasion de vérifier ici. Parce que j'ai même vu qu'il faut tout vérifier. Très bien pour les conditions de travail, mais alors est-ce que tu peux nous parler un peu de Madame? Tu en parles beaucoup de Madame, celle qui se fait appeler Madame. Ah, oui, Madame Vervel. Voilà. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous évoquer, parce que là, d'un coup, on est sur de la corruption Oui. Donc, Madame Vervelde, Madame Clémentine, elle est l'épouse du monsieur, du directeur général que j'ai évoqué, qui a été muté au Singapour. Et elle ne travaille pas pour Heineken, mais elle a beaucoup d'avantages et à chaque fois il y a de l'argent qui se perd dans ses poches. Et donc elle est vraiment dans tout. Elle a un bureau qui s'appelle Agence de Nigerian Breweries, c'est la filiale locale de Heineken, où elle peut gérer des contrats par exemple, il y avait un très grand contrat de pétrole, de carburant. Et là, il y a beaucoup d'argent qu'elle peut... donc, en fait, dans cette affaire de fraude, c'était elle la plus grande coupable, et son mari risquait déjà pour complicité une peine de 7 ans. Donc, c'est un sacré caractère. En fait. Et donc chaque fois elle lui a promis c'était un riche producteur de pétrole, je ne sais plus de quel pays. C'était un Nigérian. Ouais. Et donc elle lui promet un contrat, et chaque fois qu'il vient la voir, c'est une valise remplie de billets cash, avec une promesse dont on va bien continuer à travailler ensemble. Oui, tout à fait. Donc il fallait passer par cette fameuse dame pour avoir un contrat chez Heineken. Oui. Il y a même la fameuse auteure Chimamanda Ngozi Adichie, Americana. C'est un très bon livre. Ouais. Elle a commencé un atelier d'écriture au Nigeria et c'était subventionné par Nigerian Breweries. Et ça s'est arrêté d'un seul coup. Et on pense que c'est aussi, je ne l'ai pas écrit parce que j'étais pas sûr à ça, mais je peux le dire ici. Voilà. Mais en fait, c'était sans doute lié à cette affaire de Madame Vervelde que cet atelier a été arrêté aussi. Donc, Et c'est des pratiques régulières, parce que elle, c'était le cas à plusieurs centaines de milliers d'euros, donc
ça a marqué. Oui, Alors, est-ce en que fait, tu as croisé ça même à de plus petites échelles? Bon, j'ai croisé cela aussi, peut-être même en plus grande échelle en RDC, au Congo. C'était un peu différent, mais en RDC, j'ai eu des sources de très haut niveau qui m'ont confirmé que s'il y a des choses qui ne vont pas, et au Congo c'est souvent le cas, on me dit, en fait on paye vraiment, on donne des sommes importantes aux politiques, aux fonctionnaires qui peuvent aider. Donc là c'est vraiment de la corruption qui est vraiment punissable, de haut niveau. Mais Heineken n'a pas eu de soucis. En fait, il y a un rapport de Transparence internationale qui vient de sortir aujourd'hui et qui dit aussi que la Hollande, la France aussi d'ailleurs, elles sont parmi les pays qui ne sont pas très sévères vis-à-vis de leurs propres entreprises. Il y a par exemple les États-Unis, il y a d'autres pays, la Grande-Bretagne, les pays scandinaves un peu, qui sont vis-à-vis de leurs propres entreprises, ils sont très sévères aussi, très stricts, ils n'hésitent pas à les mettre en justice. Mais aux Pays-Bas, on peut faire beaucoup sans se faire des soucis. D'accord, il y a moins de surveillance aux Pays-Bas. Ouais, bon, je suis assez surpris que je livre un peu tout, mais il n'y a rien eu de juridique contre Heineken, même après toutes ces révélations. Juste la promesse, on va s'améliorer, c'est difficile, ça suffit jusqu'ici pour... Donc pour toi, ton livre et tout ton travail, là, y compris ta thèse actuelle, n'aura pas de conséquences pour l'entreprise? Il y a des conséquences quand même. Il y a une banque néerlandaise qui s'est décidée, ça suffit. Donc on n'investit plus en Heineken, c'est sur notre liste noire d'entreprises sur lesquelles on n'investit plus. Il y a un grand fonds, le Fonds mondial, je pense qu'ils ont une caisse de 40 milliards qui lutte contre le sida et la tuberculose et le paludisme. Ils venaient de conclure un partenariat avec Heineken, mais il y avait déjà beaucoup de critiques du monde de santé, que ce n'était pas une bonne chose. Et eux, ils ont décidé, après les révélations sur les filles promotrices, de s'arrêter, de cesser ce partenariat. Donc il y a quand même Et alors, espoir, quand même une question, est-ce que sur le territoire africain, ça va avoir une influence? Est-ce que tu sais si ce livre peut circuler là-bas? C'est pour cela que je suis... Tes révélations vont faire avancer les pouvoirs africains en l'occurrence. C'est pour cela que je suis très content que c'est disponible maintenant en français, bientôt en anglais. Parce que une frustration quand même, c'était que en Afrique, on ne pouvait pas lire le livre en néerlandais. On peut faire en chinois maintenant. Oui. En néerlandais en Afrique du Sud, ça marche, non? Oui, c'est vrai, mais c'est une petite partie. Oui. Et puis il écrit dans son livre, Heineken n'a pas tellement réussi à percer en Afrique du Sud en plus. Oui. En tout cas, ça reste un territoire où ils ont beaucoup de mal. Mais j'ai vu, par exemple, je sais que le Monde Afrique est très bien lu en Afrique même aussi. Et là, il y avait une interview avec moi la semaine dernière et c'était partagé énormément et c'était repris par beaucoup de médias africains aussi. Donc ça commence... ça commence à... d'accord. Est-ce qu'il pourrait naître un mouvement de boycott? Oui. S'ils le veulent, mais moi je me suis toujours dit, je ne suis pas militant, je suis vraiment journaliste, donc moi je ne vais pas appeler au boycott ou aux autres de dire cela. Mais j'ai vu que sur Twitter, il y a... Les Néerlandais, de toute façon, ils ne sont pas très boycott. En France, déjà un peu plus, je dirais. Et donc, l'article du Monde a amené pas mal de hashtags boycott Heineken. Mais moi, je ne ferai jamais activement des tentatives de cela. Mais si d'autres le veulent... Il a trop d'argent derrière tout ça, hein, parce que c'est pour Heineken...
il y a quand même des lobbies d'argent derrière et c'est très compliqué pour eux d'arrêter tout, sinon ils perdent de l'argent, donc ça engendre d'autres problèmes qui fait que finalement... Tu as les chiffres d'affaires d'Heineken en Afrique, des choses comme ça? Oui. C'est des données que tu arrives à récupérer? Oui, en fait, en Afrique, c'est à peu près un sixième de leur chiffre d'affaires, de leur revenu total. Pour être, bon, les derniers chiffres disponibles, c'est genre 15%, et les bénéfices sont plus de 20%. Donc ça veut dire que les bénéfices sont beaucoup plus élevés que dans le reste du monde en fait. Et c'est un territoire très rentable. Oui. Il y a très peu de concurrence, les prix sont relativement élevés, les coûts sont relativement bas. Donc, ce qu'on dit, on pense souvent que l'Afrique c'est vraiment le continent de l'avenir pour ces entreprises. Et pour Heineken et aussi pour ceux qui sont déjà sur place, mais il y en a très peu, il y a que 3-4 grands groupes qui sont présents. Pour eux, c'est déjà vraiment le paradis. C'est facile parce qu'en Afrique, il y a moins d'emplois, donc quand une grosse entreprise arrive, ils créent des emplois comme ça tout de suite. Donc les Africains, ils sont en attente de ça quand même. Donc, mais que... en général, ils créent très peu d'emplois. Parce que ça, on peut le dire que c'est bien aussi. Il y a des brasseries qui sont quand même hyper modernes. Ils ne font pas des vieux trucs pour l'Afrique. Mais par exemple, leur plus grande usine au Nigeria, c'est le plus grand d'Afrique pour Heineken. Je pense, je dois le vérifier, mais je pense que c'est 400 employés pour des quantités énormes de bière, donc ce n'est pas vraiment... C'est ce que tu dis, chaque fois que s'implantent dans un territoire Heineken, ils annoncent plusieurs milliers d'emplois, et dans les faits, on en a beaucoup moins. Peut-être que les brasseries artisanales génèrent plus d'emplois que... C'est pareil en France, hein. Même avec les collectivités locales, c'est pareil, hein. Quand au conseil municipal, ils annoncent que si, machin. Rod, please don't do this to me. I love him.